Bonjour groupe, je suis obligée de faire une petite capsule d'extra. Ça a l'air que j'avais pas fini mon cours troubles cognitifs la dernière fois sans même m'en rendre compte. Alors voici la dernière capsule. J'espère que ça va se faire en juste une capsule. Je pense qu'on était rendu ici là, le tableau des comparatifs des trois, là, la démence, le délirium et la dépression. Je l'ai déjà dit dans une autre capsule, mais les tableaux comparatifs, c'est une excellente façon d'étudier parce que ça nous aide à voir d'un coup d'œil la différence entre trois trucs, deux ou trois trucs. Dans ce cas-ci, c'est trois. Donc, ce que je veux vous retenir surtout de ce tableau-ci, c'est que la démence et le délirium, c'est quelque chose de complètement différent. Le délirium, c'est quelque chose qui arrive rapidement, qui peut se soigner, parce que si on trouve la cause, on soigne la cause, on règle le délirium, et ça repart aussi vite que c'est apparu la plupart du temps. Tandis que la démence, c'est quelque chose qui s'installe vraiment tranquillement, pas vite. Pout. On commence à avoir un petit peu plus de manifestations cliniques. Ça prend des semaines, voire des mois, peut-être même des années. Donc, c'est complètement différent du délirium. Le délirium peut arriver chez quelqu'un qui n'a pas de démence, qui ne fait pas de dépression, chez quelqu'un de tout à fait normal, et c'est vraiment causé par une cause sous-jacente. Ça arrive rapidement, ça repart rapidement. Donc, si on voit ici là, la progression brusque pour le délirium, ici, lente mais régulière pour la démence. Tu sais, l'Alzheimer, là, on ne devient pas Alzheimer du jour au lendemain. Là. On devient Alzheimer avec des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois, voire des années. Ici, ils disent pour la démence, l'orientation, le déclin est progressif. Pour le délirium, ça va et ça vient. Quand ils disent fluctuant, c'est une journée, ça va bien, puis le lendemain, ça va plus du tout. On règle le délirium, pouf, ça revient bien. Donc, c'est vraiment, c'est des trucs qui vont, pour le délirium, c'est des trucs qui vont et qui viennent. Puis là, je vous laisse regarder le restant du tableau, mais ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que la démence, ce n'est pas un délirium, et le délirium, ce n'est pas de la démence. Le délirium, c'est vraiment quelque chose qui est soignable. Ce qu'il faut, c'est trouver la cause du délirium. Et c'est quoi les causes les plus probables de délirium? Les infections, infections urinaires, infections pulmonaires, les affections circulatoires, les infarctus, les AVC peuvent causer des déliriums, certains médicaments peuvent causer des déliriums, l'inactivité, donc l'importance de faire circuler, de faire marcher nos patients, si c'est possible de les faire marcher, les besoins primaires, d'aller à la rencontre des besoins primaires. Un patient qui est constipé peut devenir délirieux. Je sais que ça ne se dit pas délirieux, mais j'aime ça utiliser ce mot-là. Un patient qui a un globe vésical peut devenir délirieux. Je l'ai raconté dans des capsules un petit peu plus tôt, qu'un patient qui a un gros globe vésical peut devenir délirieux parce qu'il se concentre que sur ça. Pensez à vous là, quand vous avez envie de pipi, puis vous pouvez pas y aller tout de suite. On dirait là que, oh mon Dieu, on pense rien qu'à ça, on peut juste se concentrer là-dessus, on a de la misère à se concentrer. Ben imaginez une personne âgée qui a un gros globe vésical depuis plusieurs heures, voire depuis plusieurs jours, c'est clair qu'ils peuvent développer un délirium. Le manque de sommeil peut causer un délirium. Tout ce que je viens de vous nommer ne peut pas causer la démence. La démence, c'est vraiment une détérioration au niveau neurologique, au niveau du cerveau, pour lequel il n'y a pas de retour. Là. Il n'y a pas de cure pour ça. On ne peut pas régler, guérir une démence. On peut la ralentir, on peut ralentir le processus, on peut gérer les manifestations cliniques qui viennent avec, mais on ne peut pas guérir d'une démence. Tandis qu'un délirium, si on trouve la cause du délirium et qu'on soigne la cause, l'infection ou le trop-plein de médicaments ou le manque d'activité ou la déshydratation ou peu importe, si on règle la cause, on règle le délirium. C'est ça que je veux que vous vous souveniez de ce tableau-là. Alors, avec les autres problèmes associés aux troubles cognitifs,
vient deux syndromes qui sont souvent associés aux patients qui souffrent de démence, mais ça peut être aussi associé à des patients qui n'ont pas de démence. Je vous dirais, la plupart du temps, ils l'ont. L'errance et les syndromes crépusculaires. Ceux qui travaillent déjà en milieu en CHSLD, vous allez reconnaître ça. Là. Vous savez ce que c'est l'errance quand les patients se promènent sans trop savoir où ils s'en vont, rentrent dans les chambres qui ne sont pas les leurs. Ça, c'est de l'errance. Le patient se promène sans trop savoir où il s'en va. Tandis que le syndrome crépusculaire, l'errance, ça peut arriver n'importe quand dans la journée. Tandis que le syndrome crépusculaire, c'est un syndrome qui apparaît la plupart du temps quand le soleil se couche. Donc, on pense que c'est associé au manque de stimulation de la lumière. Et les patients qui étaient corrects dans le courant de la journée, tout d'un coup vont devenir soit très agités, vont commencer à faire de l'errance, ils vont être problématiques quand le soleil se couche. Tu sais, on dit qu'ils deviennent comme des monstres à la sortie de la Lune. Alors, les facteurs de risque pour l'errance, les besoins non comblés. Souvent, les patients, surtout les patients qui souffrent de démence, qui ont faim, qui ont soif, qui ont besoin d'éliminer, vont se mettre à se promener. Dans le fond, ce qu'ils cherchent, c'est de combler leurs besoins, mais ils ne savent pas comment. Donc, s'ils ont besoin d'aller aux toilettes, ce qu'ils cherchent, c'est les toilettes. Ils ne savent juste pas son où, ils ne savent juste pas comment s'y rendre, puis à la limite, un coup rendu là, ils ne savent pas quoi faire. Les patients qui souffrent de démence, qui souffrent de dépression, vont être beaucoup plus à risque de faire de l'errance. Ça ne veut pas dire que les patients qui font de la démence vont tous faire de l'errance. C'est juste que ça les met vraiment plus à risque. Si les patients, surtout les patients déments, s'ils sont traités brusquement par le personnel soignant, si le personnel soignant est changé beaucoup, s'il y a un gros roulement de personnel soignant, ça va créer du stress chez nos patients et souvent, ils vont se mettre à faire de l'errance. Les antipsychotiques puis les benzodiazépines, donc les contentions chimiques, gros facteur de risque pour l'errance. Donc, il faut y penser 2 fois avant de décider de donner un activant à un patient qui fait de l'errance, là, parce que c'est un facteur de risque. Donc, peut-être qu'on embarque dans une roue qui tourne. Il fait de l'errance, on lui donne de l'activant. Il fait plus d'errance, on lui donne plus d'activant. Voyez-vous là, que ça va être juste problématique. Les conséquences de l'errance, c'est que ces patients-là, s'ils marchent beaucoup, vont avoir des besoins nutritionnels qui vont être augmentés, vont avoir des besoins hydriques qui vont être augmentés. Donc, c'est des patients qui ont besoin de boire plus, de manger plus. Ils vont être à risque de perte de poids. Clairement, ils vont être à risque de chute ou de blessure, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut les empêcher de marcher? Puis la réponse est probablement non. Si le risque est calculé, on va les laisser marcher parce que c'est plus facile de laisser marcher un patient qui fait de l'errance que d'essayer de l'empêcher. Donc, si on pense que le risque n'est pas si élevé de faire une chute, on va les laisser marcher. Il faut vraiment que le risque de chute soit très élevé pour qu'on décide de contentionner un patient qui fait de l'errance. Par contre, son risque de constipation va être beaucoup diminué puisqu'il marche et il se mobilise. Donc, tu sais, ça a des bons côtés, l'errance. Il faut voir les bons côtés des choses. Qu'est-ce qu'on va faire comme intervention auprès de l'errance? On va essayer de les réorienter vers une autre activité. On va essayer d'utiliser la musique pour les calmer. On va essayer surtout le soir de tamiser les lumières pour essayer de les calmer. Le soir, on va essayer aussi la luminothérapie. Je ne sais pas si c'est utilisé beaucoup dans les CHSLD, mais il paraît que ça fonctionne. Souvent, puis je suis sûre que vous l'avez déjà fait, une petite thérapie occupationnelle, on va essayer de leur faire quelque chose juste pour leur changer les idées. Faire plier des débarbouillettes, c'est le truc de toute bonne infirmière qui se respecte. Les casse-têtes, faire les coloriages dans des livres à colorier, vraiment, là, ça fonctionne beaucoup. Contacts sociaux, on essaie d'inclure la famille le plus possible. On renforce le comportement positif. Donc, si le patient fait juste marcher autour de l'unité, il rentre pas dans les chambres, il fouille pas dans rien, on le félicite. Là. C'est correct qu'il marche sur l'unité, il n'y a pas de problème avec ça. On essaye d'éviter les changements de personnel parce que plus qu'on change de personnel sur une unité, plus qu'on stresse nos patients, plus on les met à risque de faire de l'errance.
À la dernière, le dernier recours, on va utiliser les systèmes TABS, les SMART, tout ça, qui sont considérés une contention, mais une contention la moins contraignante. Parce que le patient, s'il décide qu'il veut se lever, il se lève. Donc, on utilise le TABS ou le SMART, dans le fond, pour être informé que le patient se lève, pour aller voir, pour être bien sûr qu'il n'est pas tombé, puis qu'il marche avec sa marchette s'il a besoin d'une marchette, qu'il met ses pantoufles s'il a besoin de mettre des pantoufles. Ça veut dire que c'est une contention, puisqu'en fin de compte, on essaye de l'empêcher de marcher, mais c'est la moins contraignante puisqu'il est capable de sortir du lit ou capable de sortir de son fauteuil. Le syndrome crépusculaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un syndrome qui apparaît surtout à l'heure du coucher. Donc, le soleil se baisse, le soleil se couche, notre patient devient agité. Il peut être agité verbalement, il peut être agité physiquement, il peut être vraiment anxieux, avoir des hallucinations. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est que ces patients-là ont de la misère à dormir. Donc, ça va causer des troubles du sommeil, puis vous allez voir que les troubles du sommeil, c'est un facteur de risque pour le syndrome crépusculaire. Donc, il faut essayer de les aider à bien dormir. Avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est important à ce moment-là. S'ils font des syndromes crépusculaires, on a tendance à les contentionner. Mais on va voir que les contentions, c'est un facteur de risque de syndrome crépusculaire. Donc, on se tire dans le pied si on essaie de contentionner nos patients. C'est sûr que ça augmente le stress, ça augmente un peu le travail chez les soignants, puisqu'il faut les surveiller un peu plus, ces patients-là. Donc, j'ai parlé des facteurs de risque. Voyez-vous, le trouble du sommeil revient. L'inactivité, si on contentionne nos patients, on les met à risque de faire de syndrome crépusculaire. Si on leur donne des benzodiazépines, on les met à risque de faire le syndrome crépusculaire parce qu'on les contentionne de façon chimique. Donc, il faut essayer le plus possible que dans la journée, ces patients-là soient actifs pour que le soir, il y ait besoin de dormir, ils s'endorment quand c'est l'heure de s'endormir, puis qu'ils soient capables de faire une bonne nuit. Si on règle le trouble du sommeil, probablement qu'on va aider, on ne va pas régler le syndrome crépusculaire, mais on va aider à le diminuer. Les interventions infirmières, ben là, je peux vous les laisser lire, là. Leur faire porter, surtout pour les syndromes crépusculaires le soir, leur faire porter leurs lunettes, leur prothèse auditive, parce que c'est des patients qui ont tendance à un peu halluciner. Donc, s'ils n'ont pas leurs lunettes et ils ne voient pas bien, les hallucinations vont être d'autant plus intenses. Essayez de planifier un programme d'activité, surtout le jour pour qu'ils soient fatigués le soir. Essayez, si on est capable, d'avoir la famille le soir lorsque c'est l'heure du coucher pour essayer d'avoir une bonne routine, avoir une bonne hygiène de sommeil le soir. Favoriser le sommeil le plus possible. Ça va être très, très important. Un patient qui dort bien est beaucoup moins à risque de faire un syndrome crépusculaire. Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Les thérapies occupationnelles, un peu comme l'errance. Tu sais, le temps qu'ils sont réveillés le soir, qu'ils sont un peu agités, on essaye de leur changer les idées en leur faisant faire quelque chose, un casse-tête, faire la lecture, écouter de la musique jusqu'à temps qu'ils soient plus dans un état d'endormissement, puis qu'on soit capable de les coucher puis qu'ils s'endorment. Je vous le dis, les contentionnés, on se tire dans le pied. Si on les contentionne, on ne règle pas le problème à long terme, on le règle peut-être à très, très petit terme, même pas à moyen terme, à très petit terme, puis on se tire dans le pied pour le restant. Alors, c'était pas long, hein? Une capsule, puis on a fini. Alors, je suis vraiment désolée d'avoir pas été jusqu'au bout de mon PowerPoint. Puis, on se revoit pour les prochaines diapos. Merci beaucoup. Bye!